Professeur Lamovic, bonjour. Bonjour. Vous allez faire un exposé sur les nouveautés dans la prise en charge des AVC hémorragiques. Quelles sont les grandes nouveautés de cette prise en charge? Alors, on a des précisions sur ce qu'il ne faut pas faire, en fait, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand on a une hémorragie intracérébrale sous antiagrégant plaquettaire. On a les résultats de l'étude PATCH qui montrent qu'il ne faut pas transfuser de plaquettes. Donc, c'est déjà important de savoir qu'il ne faut pas faire ça, parce que non seulement ce n'est pas efficace, mais en plus, il y a potentiellement un certain nombre d'effets secondaires. Donc, première nouveauté. Deuxième nouveauté, toujours dans la iatrogénie, puisque c'est les hémorragies cérébrales qui surviennent sous anticoagulant oral direct. C'est moins fréquent qu'avec les antivitamines K, mais ça arrive, et quand ça arrive, c'est grave. Dans ces situations-là, le grand reproche qu'on avait, c'était les AOD, il n'y a pas d'antidote. Donc là, on a maintenant des antidotes, à la fois pour le dabigatran, mais également pour les anti-DISA. Donc ces médicaments ne sont pas encore disponibles dans la pratique courante, mais ils le seront demain. Donc ça, c'est quand même une avancée importante. Dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, on a pris l'habitude maintenant de baisser assez tôt, dans les 6 heures quand on peut, si on est dans les moins de 6 heures d'un AVC, et de mettre une tension entre 12 et 14 de systolique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il faut faire ce protocole? Alors la situation est finalement assez complexe quand même, et reste complexe sur la prise en charge de la pression artérielle. La baisse de la pression artérielle 12-14, c'est l'étude Interact qui montrait qu'il y avait un bénéfice pas majeur, mais quand même sur un critère de jugement secondaire, sur l'état fonctionnel, un bénéfice potentiel si on baissait la pression artérielle. Et puis l'année dernière, on a eu une autre étude, qui est l'étude ATTACH-2, où on baisse la pression artérielle versus un traitement standard, 14-18, et là, pas d'effet sur le critère de jugement primaire, et puis potentiellement quelques effets secondaires. Donc que faire? Et bien finalement, quand on regarde Interact par rapport à ATTACH, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas si contradictoires, parce que dans Interact, le groupe traité avait 14 de tension artérielle, et dans l'étude ATTACH, le groupe traité avait 12 de tension artérielle, et le groupe standard avait 14. Donc finalement, on peut dire que l'objectif tensionnel, aujourd'hui, est aux alentours de 140 en phase aiguë, à obtenir quand même assez rapidement. On aura d'autres essais thérapeutiques pour nous aider dans les années à venir. Alors, avec l'essor de l'IRM dans l'imagerie, on voit que de plus en plus on a des étiologies assez précocement dans les hématomes intracérébraux, en particulier l'angiopathie amyloïde. Mais la question qui se pose, c'est le contrôle de ces hématomes pour lesquels on n'a pas d'explication. Quelle imagerie et quand? Alors, c'est vrai que l'enjeu de la prise en charge de l'hématome, c'est l'enjeu de phase aiguë, mais c'est aussi l'identification de la cause derrière, parce que ça va conditionner le traitement ciblé, éventuellement de prévention des récidives. Les grandes causes, c'est les maladies des petites artères cérébrales profondes, l'HTA, superficielle, l'angiopathie amyloïde cérébrale. L'IRM est très performante pour identifier ces deux situations, mais dans un certain nombre de situations, on n'a pas sa maladie des petites artères cérébrales et on peut avoir des étiologies diverses et variées. L'IRM est utile dans ces maladies des petites artères cérébrales pour voir le parenchyme, mais ce n'est peut-être pas l'examen le plus pertinent pour voir s'il y a une anomalie vasculaire, notamment une malformation vasculaire. Et donc il faut quand même conserver l'idée d'une imagerie qui nous renseigne sur les vaisseaux à la recherche d'une anomalie type anévrisme, malformation artério-veineuse, etc. L'IRM se conçoit également un petit peu à distance, pas dans tous les cas, quand on n'a pas trouvé l'étiologie initiale et qu'on veut vérifier s'il n'y a pas un cavernome sous l'hématome ou une tumeur ou une autre anomalie sous-jacente. Alors, est-ce que l'étude du polygone de Willis en IRM a supplanté la place de l'artériographie? Non, parce que on va avoir un renseignement finalement sur les artères proximales et on peut passer à côté de petites malformations vasculaires. Alors on peut passer à côté initialement parce qu'elles peuvent être thrombosées et finalement une imagerie vasculaire est mise en défaut, elle sera identifiée secondairement. Et puis il y a quand même une discrimination qui est moins forte de l'IRM par rapport à d'autres techniques. Donc les examens angiographiques gardent leur place dans l'exploration étiologique de l'hémorragie intracérébrale pour laquelle on n'a pas trouvé de cause, notamment chez les sujets jeunes, mais pas que chez les sujets jeunes en fait. Alors, une situation clinique qui peut arriver, c'est qu'on trouve un hématome profond, on n'a pas d'étiologie, on ne trouve pas d'hypertension artérielle, l'IRM est normal par ailleurs, on n'avait pas tendance forcément à aller plus loin habituellement. Est-ce qu'actuellement, en 2017, on doit aller plus loin? Oui, dans ces cas-là, il faut se poser la question de causes plus rares. Alors c'est vrai que même sur ces hématomes sur lesquels il n'y a pas de stigmate de maladie des petites artères cérébrales, ça peut être quand même une HTA méconnue. Donc c'est vrai qu'il faut se donner les moyens d'identifier cette hypertension artérielle par des mesures régulières de la pression artérielle, un retentissement sur l'œil, sur le rein, etc. Mais c'est vrai que si on ne trouve pas après ce premier bilan, il y a tout un tas d'étiologies. Il y a notamment un certain nombre de causes génétiques de maladies des petits vaisseaux.
On va regarder s'il y a des antécédents familiaux qui peuvent nous orienter. Et puis des fois, même quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, ça peut être une étiologie génétique rare. C'est par exemple les cas de mutation du gène COL4A1 qui peuvent de temps en temps donner des hémorragies intracérébrales, y compris à des âges un petit peu avancés de la vie. Donc dans ces situations-là, on peut être amené à demander, à partir du moment où on a des arguments cliniques, on a écarté un certain nombre de causes, un test génétique, parce que ça peut avoir des implications en termes de dépistage, de prise en charge au long cours, quoi. Parfait, merci. Voilà, je vous en prie, merci.